Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à la plage pour continuer la lecture de Martin Eden. Je vous dis à tout à l'heure, je commence le chapitre 2 et je ne sais pas encore où je vais m'arrêter. On se retrouve à la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Chapitre 2. Se rendre dans la salle à manger fut une opération cauchemardesque. Il lui sembla qu'il n'y arriverait jamais, et il n'y parvint qu'avec des haltes soudaines et des trébuchements, des saccades et des embardées. Mais enfin il l'atteignit et se trouva assis à côté d'elle. Le déploiement de couteaux et de fourchettes l'effraya et lui parut hérissé d'embûches. Il les regarda, fasciné, si bien que leur miroitement devint le fond sur lequel se mouvait une succession d'images. Il se revit dans l'entrepont d'un schooner. Lui et ses compagnons mangeaient du bœuf salé avec leurs doigts et des couteaux à cran d'arrêt, ou puisaient avec des cuillères de fer toutes bosselées une épaisse soupe au pois dans de grossières gamelles. La puanteur du mauvais bœuf emplissait ses narines, tandis qu'il entendait, accompagnant le crissement des membrures et le gémissement des cloisons étanches, les bruyants claquements des mâchoires. En regardant ses compagnons, il estimait qu'ils mangeaient comme des cochons. Mais ici, il ferait attention de ne pas faire de bruit et toute sa volonté se tendrait vers ce but. Son regard fit le tour de la table. Arthur et Norman étaient en face de lui. C'étaient ses frères, à elle. Son cœur eut un chaleureux élan vers eux. Comme cette famille était unie, il revit la jeune fille courant au-devant de sa mère, leur baiser le tableau qu'elles faisaient toutes deux en s'avançant, les bras entrelacés. De pareils témoignages d'affection entre enfants et parents n'existaient pas dans son milieu. C'était une révélation des choses auxquelles pouvait prétendre ce monde supérieur, et il en fut ébloui. Par sympathie, son cœur fondit de tendresse. Toute sa vie, il avait été affamé d'amour, mais il avait dû s'en passer et s'était endurci à la tâche. Il avait ignoré que l'amour lui était nécessaire et l'ignorait encore. Mais il en voyait les manifestations qui l'émouvaient profondément. Monsieur Morse n'était pas là, heureusement. Il était déjà suffisamment ardu de causer avec elle et sa mère et son frère Norman. Arthur, il le connaissait déjà un peu. De sa vie, il n'avait peiné aussi durement, lui sembla-t-il. Les travaux les plus pénibles n'étaient que des jeux d'enfants comparés à cette épreuve. Sur son front perlaient de minuscules gouttes de sueur et sa chemise était trempée par tant d'exercices inaccoutumés. Il lui fallait manger d'une façon inhabituelle, se servir d'étranges ustensiles, regarder subrepticement autour de lui pour savoir comment accomplir chaque nouveau rite. De plus, recevoir le flot d'impressions neuves qui l'inondaient, les noter, les classer. Le plus dur peut-être était de réfréner cet élan vers elle qui le tenaillait sous la forme d'une inquiétude sourde et douloureuse, d'un désir torturant de l'approcher, de cheminer sur la même route qu'elle. Mais comment diminuer l'effroyable distance qui les séparait ? Il lui fallait aussi, furtivement, guetter les autres pour choisir le couteau ou la fourchette qu'il convenait de prendre pour tel ou tel plat. Enregistrer les traits de cette personne, les évaluer et les comparer à ceux de la femme esprit. Puis, il lui fallait parler, écouter et répondre au bon moment, en se surveillant sévèrement, lui qui était habitué à un si grand relâchement de langage. Et, pour ajouter encore à son embarras, il y avait l'incessante menace du maître d'hôtel, terrible sphinx qui apparaissait silencieusement par-dessus son épaule et parlait par énigmes qu'il s'agissait de résoudre immédiatement. Tout le temps du repas, il fut oppressé par l'idée des rince-doigts. Leur spectre ne cessait de le hanter. Qu'en viendrait-il ? Et à quoi pouvait-il bien ressembler ? Dans quelques minutes, peut-être, serait-il là, et lui, Martin Eden, assis à la même table que les surhommes qui en faisaient usage, s'en servirait comme eux. Enfin, dominant tout, revenait l'angoisse problème, quelle attitude adopter ?
Tantôt lâchement, il décidait de jouer un rôle, tantôt plus lâchement encore, il se disait qu'il n'y réussirait pas, qu'il n'était pas fait pour le mensonge et qu'il se rendrait ridicule. Au début du dîner, il fut très silencieux, tant était grande la tension de tout son être. Il ignorait que son silence donnait un démenti à Arthur, qui la veille leur avait annoncé qu'il allait amener un sauvage à dîner, mais qu'il ne faudrait pas s'en effrayer, parce que ce sauvage les intéresserait sûrement. Jamais Martin Eden n'aurait imaginé le frère de son idole capable d'une telle trahison, étant donné surtout qu'il avait eu la chance de sortir ce frère d'une bagarre dont l'issue menaçait d'être fâcheuse pour lui. Il était donc installé à cette table, à la fois gêné parce qu'il ne se trouvait pas dans son milieu et charmé de ce qui se passait autour de lui. Pour la première fois, il comprenait que l'acte de manger pouvait être autre chose qu'une fonction. Il ignorait d'ailleurs ce qu'il mangeait, c'était de la nourriture, voilà tout. Il nourrissait son amour de la beauté à cette table où manger devenait esthétique. Son cerveau bouillonnait. Il entendait des mots qui pour lui n'avaient aucun sens, d'autres qu'il n'avait vus que dans les livres et que pas une de ses connaissances passées n'aurait été capable de prononcer. Quand il entendait un de ces mots tomber négligemment des lèvres d'un membre de cette extraordinaire famille, sa famille à elle, un frisson délicieux le parcourait. Tout le romanesque, toute la beauté des livres se réalisait. Il se trouvait dans cet état rare et merveilleux où on voit ses rêves se dégager des limbes de la fantaisie et prendre corps. Il se tenait donc à l'arrière-plan. Il écoutait, dégustait et répondait par monosyllabes. « Oui, madame. Non, madame. Non, mademoiselle. » Et « Oui, mademoiselle. » Il avait du mal à ne pas dire comme les marins « Oui, capitaine » au frère, mais il sentait que ce serait donner une preuve de plus d'infériorité. Et que dirait celle qu'il voulait conquérir ? Bon Dieu, se disait-il, je vaux autant qu'eux et s'ils savent un tas de trucs que je ne sais pas, je pourrais leur en apprendre quelques autres dont ils ne se doutent pas. L'instant d'après, quand elle ou sa mère l'appelait Monsieur Eden, son orgueil agressif s'évanouissait et il exultait de joie. Il était un homme civilisé qui était ce qu'il était et dînait côte à côte avec des héros de romans. Lui-même évoluait dans ce roman et ses faits et gestes seraient un jour imprimés dans un livre. Cependant, tandis qu'il donnait à Arthur un si flagrant démenti en se révélant agneau bêlant et timide, son cerveau se torturait à élaborer une ligne de conduite. Car il n'avait vraiment rien d'un agneau bêlant et un rôle de second plan ne convenait nullement à sa nature orgueilleuse. Il ne parlait que lorsqu'il le fallait absolument et alors sa conversation ressemblait à son entrée dans la salle à manger, remplie de chaos et d'arrêts brusques, tandis qu'il fouillait dans son vocabulaire à la recherche de l'expression exacte. Il hésitait à se servir des mots qu'il savait être justes, mais qu'il craignait de ne pouvoir prononcer convenablement, en écarter d'autres qu'il jugeait grossiers. Mais il était, pendant tout ce temps, oppressé par le sentiment que cette recherche de langage le rendait stupide et l'empêchait d'exprimer sa pensée intime. Son amour de la liberté également se cabrait contre la contrainte, celle de la pensée, comme celle du carcan qui lui encerclait le cou sous forme de faux col. Et puis, il ne savait pas s'il pouvait tenir le coup. Sa puissance de pensée et de sensibilité était grande autant qu'était opiniâtre et vif son esprit. Emporté par la spontanéité de ses sensations, il lui arrivait d'oublier où il était et il finissait par employer son pauvre langage d'antan. À un moment donné, un domestique l'ayant interrompu pour lui offrir d'un plat, il refusa d'un emphatique, sonore, qui fit la joie du domestique, celle de la table entière et le remplit de honte. Mais il se remit aussitôt et expliqua « C'est un mot kanak qui veut dire fini ». Il m'est venu tout naturellement, on l'écrit P-A-U. Puis, comme la jeune fille regardait curieusement ses mains, il continua « Je viens de revenir le long des côtes sur l'un des courriers du Pacifique. Il était en retard et dans les ports de Puget Sound, nous avons trimé comme des nègres à embarquer la cargaison, du fret mixte. Vous savez ce que c'est ? Voilà pourquoi ma peau est arrachée. » « Oh, ce n'est pas ça, répondit-elle vivement. Vos mains sont trop petites pour votre corps. » Il rougit, persuadé qu'elle avait découvert en lui une nouvelle tare.
Oui, dit-il en s'excusant. Elles ne sont pas assez fortes pour le reste. Avec mes bras et mes épaules, je peux taper comme un bœuf. Mais quand je cogne sur la mâchoire de quelqu'un, mes mains s'abîment aussi. Il regretta cette phrase aussitôt et se dégoûta lui-même. Il avait parlé sans réflexion de choses laides. « C'est bien de votre part d'être venu au secours d'Arthur, comme vous l'avez fait, vous, un étranger, » dit gentiment la jeune fille, en s'apercevant de son embarras, dont elle ignorait la cause d'ailleurs. Il l'a compris et la chaude bouffée de reconnaissance qui l'envahit lui fit encore une fois oublier son langage trop familier. « Ça ne vaut pas la peine d'en parler, dit-il. N'importe quel type en aurait fait autant. Cette bande de voyous cherchait la bagarre, Arthur les laissait tranquilles. Ils lui sont tombés dessus. Alors moi, je leur suis rentrée dedans. C'est en leur faisant sauter quelques dents que je me suis arraché la peau des mains. Je n'aurais pas voulu manquer ça. Quand j'ai vu... » Il s'arrêta net, la bouche ouverte, conscient de l'abîme qui la séparait de lui et le rendait indigne de respirer le même air qu'elle. Et, tandis qu'Arthur, pour la 20e fois, racontait son aventure avec les ivrognes sur le transbordeur et comment Martin Eden, bondissant à son aide, l'avait secouru, le Martin Eden en question, sourcils froncés, méditait sur son incorrigible vulgarité et réfléchissait une fois de plus au problème ardu de sa tenue vis-à-vis de ces gens-là. Jusqu'alors, il avait certainement gaffé. Il se dit qu'il n'était pas de leur espèce et qu'il était inutile de faire semblant d'en être. Le déguisement ne réussirait pas, et d'ailleurs, toute comédie lui était odieuse. Il ne pouvait pas être sincère quoi qu'il arrivât. Pour l'instant, il ne parlait pas leur langue, mais cela viendrait un jour. Il y était décidé. Pour le moment, il fallait parler, quitte à parler sa langue à lui, mise au diapason, bien entendu, de leur compréhension et à s'agir de façon à ne pas les choquer. Et puis, il n'aurait pas l'air, même tacitement, de connaître des choses qui lui étaient totalement inconnues. En foi de quoi, les deux frères, en parlant de leurs études, employèrent à plusieurs reprises le mot « trigo ». Martin Eden leur demanda « Trigo, qu'est-ce que c'est ?» « Trigonométrie, répondit Norman, une forme supérieure de maths. Et qu'est-ce que c'est que maths? Les mathématiques, l'arithmétique, répondit Norman en riant. Martin hocha la tête. Il entrevoyait des horizons de science infinie, illimitée. Et cette pensée devenait tangible, car son anormale puissance de vision lui faisait concrétiser les choses les plus abstraites. Métamorphosé par son cerveau bouillonnant, trigonométrie, mathématiques et tout le vaste champ de savoir qu'elle comportait se changèrent en autant de paysages. Il voyait des clairières doucement lumineuses, des échappées de feuillages frais brutalement traversées par les raies d'un soleil ardent. Dans le lointain, l'horizon se perdait dans un brouillard de pourpre. Mais, et il en était certain, derrière ce brouillard de pourpre habitait l'inconnu merveilleux, aux attraits enchanteurs. Il se sentit comme enivré, car là était l'aventure à tenter, le monde à conquérir, et du fond de lui-même, une pensée fulgura, devenir digne d'elle, le conquérir, ce lys pâle qui se trouvait à ses côtés. La vision féerique fut dissipée par Arthur qui, toute la soirée, s'était efforcé de montrer l'âme sauvage à son avantage. Martin se rappela sa décision. Pour la première fois, il se montra tel qu'il était, avec effort d'abord, mais bientôt il s'oublia lui-même en remarquant combien sa façon de raconter plaisait à son auditoire. Il avait fait partie de l'équipage du contrebandier Alcyon lors de sa capture par un cotre des douanes. Et il sut leur faire voir ce que ses yeux avaient vu. Il évoqua la grande mer violente, les bateaux, les marins avec une telle puissance qu'il leur sembla y être avec lui. D'une touche d'artiste, il choisissait les détails à mettre en valeur, l'image claire, saisissante, et leur donnait ensuite une couleur et une lumière si vivantes que ses auditeurs étaient emportés par son éloquence irrésistible, son enthousiasme et son pouvoir d'évocation. À certains moments, il les choquait par la crudité, le réalisme de sa parole, mais toujours la brutalité s'accompagnait de beauté et souvent le tragique se tempérait d'humour quand il racontait
les étranges saillies et les boutades des matelots. Et tandis qu'il parlait, la jeune fille ne cessait de le regarder, étonnée. Elle s'animait à cette flamme. Il lui prenait envie de se pencher vers cet homme bouillonnant qui projetait de la force, de la santé, une inépuisable vigueur. Elle se sentait irrésistiblement poussée vers lui. D'autre part, un sentiment contraire la retenait. Ses mains abîmées, tellement encrassées par le travail que toute la souillure du labeur journalier semblait s'y être incrustée, lui causait une violente répulsion, ainsi que la striure de sa nuque et ses muscles saillants. Sa rudesse l'effrayait. La crudité de son langage insultait son oreille, les épisodes mouvementés de sa vie insultaient son âme. Et cependant, l'attirance subsistait malgré tout, si bien qu'elle l'imagina douée d'une puissance mauvaise. Tout ce qui était le plus solidement édifié dans son cerveau, tout un monde de conventions sociales chancelait, battu par le souffle héroïque du romanesque et de l'aventure. Devant ses dangers quotidiens et sa constante gaieté, la vie n'était plus un effort et une contrainte. Elle devenait un jouet fait pour s'amuser, pour jouer à pile ou face ou pour être jeté ensuite négligemment. Donc amuse-toi, lui criait une voix intérieure. Penche-toi vers lui puisque ça te plaît et pose tes deux mains sur sa nuque. La hardiesse de cette pensée faillit la faire crier tout haut. En vain, elle fit appel à sa propre culture, à son raffinement, opposant tout ce qu'elle valait à tout ce qu'il ne valait pas. Autour d'elle, les autres le dévoraient des yeux. Elle aurait désespéré si elle n'avait pas vu de la terreur dans les regards de sa mère. De la terreur admirative, soit, mais de la terreur quand même. Oui, cet homme venu des ténèbres était un être démoniaque. Sa mère le sentait et sa mère avait raison. Elle se confierait à elle, en cela comme en toute chose. En toute chose. La flamme cessa aussitôt de la brûler et elle cessa de le craindre. Plus tard, au piano, elle joua pour lui, contre lui, pour ainsi dire, agressive avec la vague intention d'agrandir l'infranchissable abîme qui les séparait. Elle lui assénait sa musique brutalement comme à coups de gourdin, mais s'il en fut étourdi, presque écrasé, il n'en fut que plus surexcité. Avec une stupeur respectueuse, il la contemplait. Certes, dans son esprit aussi, l'abîme s'élargissait. Mais plus vite encore montait en lui l'ambition de le franchir. Il était d'ailleurs d'une sensibilité trop complexe pour contempler cet abîme toute une soirée, surtout en écoutant de la musique. Il y était remarquablement sensible. Comme un alcool, elle s'emparait de son imagination, enflammait ses sens et l'emportait au-delà des hideurs de la vie, dans un infini vaporeux où son esprit volait. La musique qu'elle jouait, il ne la comprenait pas. Elle ne pouvait se comparer au vacarme du piano des bals publics, ni aux bruyants orphéons de village qu'il avait entendus. Ses lectures lui avaient vaguement fait pressentir l'existence de ce genre de musique. Il l'écoutait religieusement, comptant d'abord des motifs simples et faciles, surpris ensuite quand ces motifs s'arrêtaient. Au moment précis où il en avait compris le rythme et où son imagination s'envolait à leur suite, un chaos de sons les engloutissait et son imagination, découragée, retombait lourdement sur la terre. Un instant, il crut que tout cela était fait exprès pour le rebuter. Il se rendit compte de l'antagonisme qu'elle provoquait et s'efforça de deviner le langage des mains sur le clavier. Puis, cette idée lui paraissant impossible, indigne d'elle, il la chassa et se laissa charmer par la musique. De nouveau, son esprit s'envola, libéré de son enveloppe charnelle. Devant ses yeux et au-delà, resplendissait une triomphale lumière. L'entourage extérieur disparut et il partit vers les mondes inconnus. Il vit des rives étranges inondées de soleil, des campements sauvages et inexplorés, s'enivra de l'arôme épicé des îles tel qu'il l'avait respiré, certaines nuits brûlantes en mer. Il longea des côtes désertiques par des après-midi tropicaux et du miroitement des flots turquoises émergeaient des îlots de corail couronnés de palmes. Les images se succédaient à un rythme accéléré.
Tantôt il montait un cheval sauvage et galopait à travers un désert féerique. L'instant d'après, du sommet d'une montagne, il contemplait, sous une chaude lumière papillotante, le sépulcre blanchi de la vallée de la mort. Ou bien, il ramait sur l'océan Arctique, parmi les grandes banquises étincelantes au soleil, ou encore il se revoyait, par une chaude nuit de parfums voluptueux, couché sur le sable satiné d'une plage bordée de cocotiers. À la lueur fantastiquement bleue d'une épave en flammes, les houlas dansaient sur des airs de chants d'amour barbares au son de cliquetants ukulélés et de sonores tam-tams. À l'horizon, un volcan se profilait contre le ciel étoilé. Au-dessus de lui brillait un pâle croissant de lune et tout là-bas, la croix du Sud. Il vibrait comme une harpe. Les échos de sa vie passée en étaient les cordes. Le flot des mélodies qui passaient comme une brise à travers les cordes en faisait chanter les souvenirs et les rêves. La sensation ne le possédait pas uniquement. Elle revêtait des formes, des couleurs, des rayonnements, et les ardeurs de son esprit se contredisaient d'une façon magique. Le passé, le présent, l'avenir se confondaient. Il voguait par-delà les vastes mondes, à travers aventures et nobles actions. Il voguait vers elle. Puis, avec elle conquise, il la saisissait dans ses bras et continuait son vol, emporté par sa fantaisie triomphante. À la dérobée, elle le regarda et vit quelque chose de tout cela sur son visage transfiguré où les grands yeux rayonnants semblaient voir bien au-delà de ce qu'elle jouait, la course et le bondissement de la vie et tous les rêves merveilleux de l'imagination. Elle fut saisie. Le rustre, le marin vulgaire avait disparu, bien que les vêtements mal coupés, les mains abîmées fussent toujours là. Mais il semblait être le déguisement terrestre d'une grande âme, condamnée au silence par la faute de ses lèvres inhabiles. En un éclair, elle vit tout cela, puis le rustre reparut à ses yeux, et elle se moqua d'elle-même. Cependant, l'impression de ce bref éclair lui resta, et quand Martin Eden effectua son départ, aussi maladroit que son arrivée, elle lui prêta 2 volumes de Swinburne et de Browning. Elle étudiait Browning en ce moment. Debout devant la jeune fille, tout rouge et balbutiant ses remerciements, il avait tellement l'air d'un grand enfant timide qu'une onde de pitié maternelle l'envahit. Elle oublia le rustre, la grande âme déguisée, l'homme dont les regards avides l'avaient effrayée et ravie. Elle ne vit plus qu'un enfant qui lui serrait la main d'une poigne calleuse, aussi dure qu'une râpe et qui disait maladroitement, la meilleure soirée de ma vie. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses, vous comprenez? Il regarda autour de lui comme pour appeler à l'aide, à des gens comme vous autres et à des maisons comme celle-ci. Tout ça est nouveau et ça me plaît. J'espère que vous reviendrez, dit-elle, pendant qu'il prenait congé de ses frères. Il enfonça sa casquette sur sa tête, gagna précipitamment la porte et disparut. « Eh bien, que penses-tu de lui ?» questionna Arthur. « Tout ce qu'il y a de plus intéressant, une bouffée d'ozone, répondit-elle. Quel âge a-t-il ? 20 ans, près de 21. Je le lui ai demandé cet après-midi. Je ne le croyais pas si jeune. Et moi, j'ai 3 ans de plus, se dit-elle en embrassant ses frères. Chapitre 3. Chapitre 3. En descendant l'escalier, Martin Eden mit sa main dans sa poche. Il en sortit une feuille de papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il tira la première bouffée en avalant la fumée et la rejeta lentement avec volupté. « Bon Dieu !» s'écria-t-il d'un ton de respectueuse admiration. Et plus bas, il répéta 2 fois encore « Bon Dieu ! Bon Dieu !» Puis il arracha son col empesé et le fourra dans sa poche. Une bruine glacée tombait, mais il se découvrit et déboutonna son veston avec une parfaite insouciance. S'apercevait-il seulement de la pluie ? Il marchait comme dans un rêve, revivant ses dernières extases et les heures qu'il venait de passer. Enfin, il l'avait rencontrée, la femme.
celle à laquelle il avait peu pensé, car il pensait peu aux femmes, mais qu'il avait attendue, inconsciemment peut-être, et qui devait venir. Il l'avait eue à côté de lui à table, avait serré sa main. Il avait vu dans ses regards le reflet d'une âme splendide, aussi belle que les yeux qui la reflétaient, aussi belle que la chair qui l'incarnait. Il ne pensait d'ailleurs pas à cette chair comme à celle des autres femmes. Pourtant, jusqu'alors son intérêt pour les femmes se bornait à ça. Celles-ci étaient d'essence différente, devaient échapper aux maux et aux fragilités humaines. Ce corps était mieux que la gaine de son âme. C'était l'émanation même de cette âme, une gracieuse et pure cristallisation de son essence divine. Ce sentiment du divin le saisit d'abord, puis rappela son esprit troublé à des réflexions plus calmes. Cette perception du divin ne l'avait jamais frappé. Il avait toujours été un croyant et se moquait gaiement des bigots et de l'immortalité de leur âme. Il n'y avait pas de vie future, avait-il décidé. Il fallait vivre et bien vivre, et puis sombrer dans le néant. Mais dans les yeux de cette femme, il avait vu une âme impérissable. Personne jamais ne lui avait donné cette impression-là. Il l'avait eue dès la première rencontre de leurs regards. En marchant, il ne cessait de voir son visage pâle et sérieux, doux et délicat, souriant avec une pitié et une tendresse immatérielle et pure. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle pureté existât. Cette pureté le frappait plus que tout le reste. Il avait rencontré du vice et de la bonté, mais de la pureté, jamais. Et il l'ignorait totalement. À présent, il concevait la pureté comme le superlatif de la bonté et de la propreté morale, comme l'essence même de la vie éternelle. Et il ambitionna aussitôt d'acquérir la vie éternelle. Évidemment, il n'était pas digne de dénouer les cordons de ses souliers. C'était même un coup de chance inouï d'être arrivé à la connaître, à l'approcher, à lui parler ce soir-là. C'était un accident qu'il n'avait pas amené et qu'il ne méritait pas. Envahi d'une sorte d'humilité religieuse, plein d'abattement et de dégoût de lui-même, il sentait profondément le poids de ses péchés. Mais tel le pécheur qui se prosterne devant le tribunal de la pénitence, entrevoit du fond de son humble détresse l'espoir d'un au-delà radieux, lui ne concevait le suprême salut que par la conquête de cette femme. Cette conquête d'ailleurs demeurait irréelle, nébuleuse, totalement différente du sens qu'il y attachait généralement. Emporté par son ambitieuse fantaisie, il se voyait planant avec elle dans les hauteurs spirituelles, communiant aux mêmes sources d'art et de beauté. Son rêve n'allait pas au-delà d'une possession d'âme absolument éthérée, d'une amitié cérébrale qu'il ne savait lui-même définir. Il était hors d'état de définir quoi que ce fût en ce moment. La sensation triomphait du raisonnement. Il palpitait d'émotions inconnues et s'abandonnait délicieusement au flot d'impressions nouvelles qui l'emportaient vers d'inaccessibles sommets. Il titubait comme un homme ivre en murmurant avec ferveur « Bon Dieu, bon Dieu ». Au coin d'une rue, un sergent de ville le regardait venir et, d'un œil méfiant, observait sa démarche incertaine. « Où est-ce que tu t'es saoulé comme ça ?» questionna-t-il. Martin Eden revint sur terre. Sa nature s'adaptait immédiatement aux circonstances et ce fut le Martin Eden habituel qui répondit en riant au sergent de ville. « C'est du propre, hein ? Et j'ignorais que je faisais des discours tout haut. »« Ouais, et tout à l'heure tu chanteras, » diagnostiqua l'agent. « Non, pas de danger. Donnez-moi du feu et je vais tâcher d'attraper le dernier tram. » Il alluma sa cigarette, remercia et poursuivit son chemin en grognant. Non, mais des fois, le flic qui me croyait saoul. Il sourit et réfléchit un instant. J'aurais jamais pensé qu'une femme vous mette dans un état pareil. Il monta dans le tram de Berkeley. Il était bondé de jeunes gens qui braillaient des chansons et des refrains de collège. Martin les étudiait avec curiosité. C'étaient des universitaires. Ils allaient évidemment à la même université qu'elle, étaient du même milieu social, la connaissaient peut-être, pouvaient à leur gré la voir tous les jours. Alors, pourquoi ce soir était-il dans ce tram au lieu d'être auprès d'elle, à l'entourer d'une respectueuse adoration ? Il remarqua un jeune homme aux petits yeux bridés, à la lèvre pendante, un vicieux sûrement, se dit-il. À bord, ce serait le fouineur, le géniard, le mouchard de l'équipage. Lui, Martin Eden, était un autre gars que celui-là.
Cette idée lui fit plaisir, parce qu'elle semblait le rapprocher d'elle. Et il poursuivit sa comparaison. À mesure qu'il regardait les étudiants, il se rendait compte du beau mécanisme de son corps et de sa supériorité physique. Oui, mais leur cerveau bourré de science leur permettait de parler la même langue qu'elle, et cette idée le déprima. Mais à quoi sert le cerveau? Ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire. Ils avaient appris la vie dans les livres, et lui l'avait vécu. Son cerveau contenait tout autant de choses que le leur, des choses différentes, voilà tout. Combien d'entre eux sauraient nouer un garant, prendre la barre ou faire le point? Sa vie se développait devant lui en tableau. Aventure, danger, travail éreintant. Coup d'audace désespéré. Il se rappelait ses maladresses du début, toutes les avanies subies. C'était mieux ainsi d'ailleurs. Ceux-ci allaient vivre à leur tour et manger de la vache enragée. Parfait. Lui, pendant ce temps, apprendrait la vie dans les livres. Tandis que le tram traversait la zone clairsemée de masures lamentables qui sépare Auckland de Berkeley, il guettait l'immeuble familier à 2 étages dont la façade s'enorgueillissait de cette enseigne denrées alimentaires, maison Higginbotham. Arrivé là, il descendit et contempla l'enseigne un instant. Elle renfermait pour lui une profonde signification. Des lettres elles-mêmes semblaient émaner tout un monde de mesquinerie, d'égoïsme et de basse hypocrisie. Bernard Higginbotham était le mari de sa sœur et il le connaissait bien. Avec son passe-partout, il ouvrit la porte et grimpa au premier étage où habitait son beau-frère. L'épicerie était en bas. Un relent de vieux légumes flottait dans l'air. En tâtonnant à travers le vestibule, il buta dans une voiture de poupée qu'un de ses nombreux neveux avait abandonnée là et l'envoya rouler à grand bruit contre la porte. « Quel vieux grippe-souce, dit-il, ça refuse de brûler 200 de gaz pour empêcher que ses pensionnaires ne se cassent le cou. » En tâtonnant encore, il tourna le bouton et entra dans une pièce éclairée où étaient assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle raccommodait un pantalon et lui, répandu sur 2 chaises, des savates en tapisserie éculée pendillant au bout de ses pieds, lisait un journal. Il leva ses yeux noirs, perçants et faux, et Martin Eden, comme toujours, éprouva un sentiment de répulsion. Qu'est-ce que sa sœur avait bien pu trouver chez cet homme? Il lui faisait l'effet d'une vermine qu'il avait envie d'écraser sous son pied. Un de ces jours, je lui casserai la figure, se disait-il souvent, pour se faire patienter. Les yeux de Fouine, cruels et bordés de rouge, le regardaient avec reproche. « Eh bien, demanda Martin, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, j'ai mis monsieur Higginbotham, et tu sais le prix du syndicat, tu devrais faire attention. » Martin eut envie de répondre, mais il se tut, sachant combien c'était inutile. Il regarda le chromo qui ornait le mur et fut frappé de sa monstrueuse vulgarité. Jusqu'alors, il lui avait plu, mais il lui parut qu'il le voyait pour la première fois. C'était misérable, comme d'ailleurs tout dans cette maison, et sa pensée revint à l'intérieur qu'il venait de quitter. Il revit les tableaux d'abord, elle ensuite, et la douceur attendrie de son adieu. Il oublia complètement où il se trouvait et l'existence même de Bernard Higginbotham, jusqu'au moment où cet individu l'interpella. « Qu'est-ce que tu vois, un fantôme ?» Martin revit les yeux de méchants rongeurs ricanants, peureux, cruels, puis se les représenta aussitôt tels qu'ils étaient en bas, au comptoir, serviles, doucereux, flatteurs. « Oui, répondit-il, j'ai vu un fantôme. Bonsoir, Gertrude. » Il fit demi-tour vivement et se prit les pieds dans l'ourlet déchiré du tapis malpropre. « Ne tape pas la porte, recommanda M. Higginbotham. Il rougit de colère, mais se contint et ferma doucement la porte derrière lui. Exultant de joie mauvaise, M. Higginbotham se tourna vers sa femme. « Il a bu, grogna-t-il avec emphase. Je te l'avais dit qu'il boirait. » Elle hocha la tête avec résignation en concédant. Ses yeux étaient bien brillants. Il n'avait plus le col qu'il avait en partant, j'ai vu. Mais il n'a peut-être pas bu plus de 2 ou 3 verres. Il tenait à peine sur ses jambes, affirma le mari. Je l'ai observé, il n'a pas pu traverser la chambre sans trébucher. Tu l'as bien entendu dans le vestibule, il a failli tomber. Ça devait être par-dessus la voiture d'Alice, répondit-elle. Il ne l'a pas vu dans le noir. Monsieur Higginbotham éleva la voix et sa colère monta en même temps.
Toute la journée, il prenait sur lui dans la boutique et réservait pour les soirées familiales le privilège de se montrer tel qu'il était. « Je te dis que ton charmant frère était ivre. » Sa voix froide, incisive, martelait les mots avec la netteté coupante d'un emporte-pièce. Sa femme soupira et se tut. C'était une femme corpulente, débraillée, qui semblait éternellement fatiguée du poids de son corps, de son travail et de son mari. « Il tient ça de son père, je te dis, poursuivit M. Higginbotham, et il finira dans le ruisseau comme lui, tu verras. » Elle fit oui de la tête, soupira et continua de coudre. Martin Eden était rentré ivre, c'était entendu. Si leur âme avait été capable de comprendre la beauté, n'aurait-il pas vu dans ses yeux rayonnants, surtout ce visage ardent, le signe évident du premier amour? Un joli exemple pour les enfants, grogna subitement M. Higginbotham après un silence dont il voulut à sa femme. Il aurait préféré quelquefois être contredit davantage. S'il recommence, je le mets dehors, compris? Je ne tolérerai plus ça, je ne tolérerai plus ça. Débauché de pauvres innocents par le spectacle de ces saouleries. M. Higginbotham aimait ce mot « débauché », glané dans un journal et nouvellement ajouté à son vocabulaire. C'est bien ça, il n'y a pas d'autre mot, il les débauche. Sa femme soupira encore, secoua tristement la tête et continua sa couture. M. Higginbotham reprit sa lecture. « Est-ce qu'il a payé sa pension de la semaine dernière ?» lança-t-il par-dessus son journal. Elle fit signe que oui et ajouta « Il a encore un peu d'argent. »« Quand en prend-il la mère ?»« Quand sa paye sera dépensée, je suppose, répondit-elle. Il a été hier à San Francisco pour se faire embaucher. Mais il a encore de l'argent et il est difficile pour le choix d'un bateau. Il n'y a rien de tel qu'un pouilleux pour faire des manières, grogna M. Higginbotham. Ça lui va bien de faire le difficile. Il a parlé d'un schooner qui se prépare à partir pour un pays perdu à la recherche d'un trésor. Il partirait dessus si son argent dure jusque-là. Si seulement il voulait se ranger, je l'emploierais ici à conduire la voiture, dit le mari, sans aucune bienveillance. Tom s'en va. La femme eut un regard à la fois interrogateur et anxieux. Il s'en va ce soir, il entre chez Caruthers, qui lui donne davantage. Je te l'avais dit qu'il s'en irait, s'écria-t-elle. Il valait plus que tu ne lui donnais. Écoute ma vieille, rugit Higginbotham, menaçant. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires, je ne te le répéterai pas. Ça m'est égal, larmoya-t-elle. Tom était un bon garçon. Son mari la foudroya du regard. Voilà qui était de la dernière insolence. Si ton espèce de frère n'était pas impropre à rien, il pourrait conduire la voiture, siffla-t-il. Il paie sa pension tout comme un autre, répliqua-t-elle. C'est mon frère d'abord, et tant qu'il ne te doit pas d'argent, tu n'as pas le droit de l'insulter tout le temps. J'ai tout de même un cœur, bien que je sois ta femme depuis 7 ans. Lui as-tu dit qu'il paierait son gaz s'il continue à lire dans son lit ? Madame Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte était passée, vaincue par sa chair fatiguée. Et le mari triomphait. Il avait le dessus. Ses yeux clignaient vicieusement, tandis qu'il se réjouissait d'être arrivé à la faire pleurer. Il éprouvait un grand bonheur à lui fermer son caquet et elle marchait facilement maintenant, bien mieux qu'au début de leur mariage, avant que ses nombreuses maternités et les continuelles taquineries de son mari n'aient entamé son énergie. « Tu lui diras demain, voilà tout. » dit-il. Et pendant que j'y pense, il faudra faire chercher Marianne demain pour garder les enfants. Tom parti, je serai dehors toute la journée avec la voiture et tu peux te préparer à rester au comptoir en bas. Mais demain c'est jour de lessive, dit-elle faiblement. Mais demain c'est jour de lessive, dit-elle faiblement. Tu te lèveras de bonne heure et tu laveras avant. Je ne partirai pas avant 10 heures. Et dépliant rageusement son journal, il continua sa lecture. Et voilà, nous arrivons au chapitre 4. Je vais m'arrêter là parce que ce monsieur Higginbotham, normalement, mais j'ai décidé de franciser, est fort, plus que désagréable, on va dire. Je suis bien d'accord avec Martin Eden sur ce point. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. J'ai du mal à regarder. Le soleil m'éblouit un petit peu. J'ai dû faire des drôles de têtes. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Martin Eden. Prenez soin de vous et merci encore. À bientôt.